Bismillahirrahmanirrahim. On va aborder aujourd'hui donc, la suite du cours de théorie des communications, donc, qui fait partie donc, du master académique intitulé Communication moderne. Donc, voici mes coordonnées pour pouvoir me contacter. Donc on va aujourd'hui aborder la partie du chapitre 4 qui s'intitule Les récepteurs optimaux et leur structure. Donc on va commencer par quelques bases en théorie de détection. Donc soit un espace Y des observations et un ensemble θ des estimations. Et donc la relation A entre l'espace des observations et l'ensemble des estimations est un problème de détection. Donc ce problème de détection consiste à déterminer un paramètre appartenant a priori à un ensemble θ à partir d'une observation Y. Cette application qui est déterministe, qui associe toute observation Y à une estimation θ de Y, constitue ce qu'on appelle un estimateur. Donc ça, c'est le schéma bloc d'un estimateur. Donc l'ensemble θ des estimations contient soit un nombre fini de valeurs possibles, donc m valeurs possibles. Si m est égal à 2, on dira qu'on a un problème de détection binaire, parce qu'il y a seulement deux cas, θ1 et θ2. Si le nombre m est supérieur à 2, on a affaire à ce qu'on appelle un problème de classification. Soit l'ensemble peut contenir un nombre infini de valeurs, et on dira qu'on a affaire à un problème d'estimation. L'estimation, elle est plus importante que la classification et plus importante que la détection binaire. On reprend toujours le schéma de l'estimateur. À partir de l'ensemble des estimateurs, de l'ensemble des estimations, on va faire un certain nombre d'hypothèses qui sont appelées HI. Donc, si je prends le cas du problème de classification, où m est supérieur à 2, l'ensemble θ contient un nombre fini m de valeurs et on fait donc m hypothèses, donc H1, H2 jusqu'à Hm. Donc HI, c'est quoi? C'est l'hypothèse que la vraie valeur de θ est θi, donc une des valeurs sur l'une des hypothèses qui a été donnée ici H1, H2. Et donc, puisqu'on a un nombre fini de valeurs, donc j'ai un ensemble de valeurs estimées qui est donc M. L'image réciproque de ces M valeurs, qui sont définies par la fonction A-1, donc l'inverse de celle-ci, il définit le domaine des décisions. Ça veut dire qu'on va voir quelles sont les décisions qui ont été prises. Donc A-1. Et donc l'espace ou le domaine des décisions, il contient donc M domaines. Chacun des domaines appartient donc à une des estimations θi qui a été faite. Donc pour tout y appartenant à di, on décidera que hi est vrai. Donc, pour toute valeur de di, on va dire que c'est θ1, θ2, c'est θ2 et ainsi de suite. La vérification des hypothèses. On veut déterminer quelle est l'hypothèse parmi les m hypothèses possibles, donc H1, H2, qui vérifie bien l'observation. On a donc trois ingrédients, trois paramètres importants. La première, c'est les hypothèses. Donc, on fait des hypothèses H1, H2, H3, donc sur θ1, θ2, pour dire qu'ils appartiennent donc au domaine D1, D2 jusqu'à Dm. On a aussi l'observation Y. Donc, l'observation Y, elle prend donc des valeurs dans l'espace DD des observations. Donc, Y peut appartenir à D1, D2 et ainsi de suite. On suppose que l'espace des observations est à dimension finie, puisque c'est les hypothèses ici qu'on a faites jusqu'à M. La relation statistique entre les hypothèses et les observations,
sont exprimés à l'aide des densités de, probabilité conditionnelle, le DPC, de décider que HI ou bien HJ est vrai, entre parenthèses la décision DJ qui lui correspond, alors que c'est HI. D'accord? Donc, on décide que c'est HI qui est vrai, plutôt HJ qui est vrai, alors que c'est HI. Donc là, c'est une densité de probabilité conditionnelle qui est donc prise. Le troisième ingrédient, c'est la densité de probabilité conditionnelle dont on vient de parler. Donc c'est la probabilité que Y appartient à un domaine DJ en ayant fait une hypothèse HI. Donc ça, c'est les probabilités conditionnelles. Le quatrième ingrédient qu'on a introduit, qui est aussi nécessaire pour le test des hypothèses de Bayes, on va voir par la suite ce que c'est que les hypothèses de Bayes, donc qui est la probabilité a priori. Donc la probabilité a priori, c'est la probabilité PI, c'est la probabilité que HI se réalise, I prenant les valeurs 1, 2 jusqu'à 1. Donc c'est la probabilité d'apparition de l'hypothèse HI, ou bien la probabilité de l'hypothèse HI directement. Et donc, cette probabilité PI, c'est la somme. Donc la somme des PI, elle est égale à 1. Donc c'est la somme des hypothèses qui a été faite, ou bien la somme des probabilités d'apparition des hypothèses HI. Donc ça me donne donc l'ensemble qui est égal à 1. Les règles de décision sont une application dans l'espace des estimations à l'ensemble, donc est une application de l'espace des estimations à l'ensemble des décisions. C'est ça ce qu'on appelle les règles de décision. Donc là, c'est la règle de décision, A-1. Donc Y appartenant à D, donc A-1 de θ I, donc je le prends donc dans le domaine de décision DI. Et donc j'ai les D, j'ai cet ensemble de décisions et il est réparti. Donc il est réparti, c'est une partition, classification de l'espace des observations en M régions disjointes. Donc je vais avoir une première région D1, une des régions D2, une région D3, D4, D5 et ainsi de suite jusqu'à DM. La loi de Bayes. Dans la théorie des probabilités, on a le résultat suivant. Donc là, on va donner une formule qui normalement est développée dans la théorie des probabilités. Si j'ai deux événements A et B, la loi de composition des probabilités indique donc la probabilité P de AB d'observer à la fois A et B est simplement donnée par donc, la relation suivante. Donc ça, c'est le théorème de la loi de Bayes on va la déduire à partir de cette relation. Donc la probabilité d'observer A et B, c'est la probabilité d'observer B multipliée par la probabilité d'observer B alors que A a été, donc la probabilité d'observer A, sachant que B a été réalisé. Donc, à partir de cette relation, donc, vous voyez qu'il y a ici une réciprocité. Donc, ce que j'ai voilà, pour P de B, je vais l'avoir pour P de A. Et la probabilité d'observer A, sachant que B est réalisé, est donc inversée par la probabilité d'observer B, sachant que A a été réalisé. On obtient donc de cette relation, ici, on obtient la probabilité donc que B a été réalisé, sachant que B a été observé, sachant que A a été réalisé, par P de B, P de A sur B et P de A. Donc ceci s'appelle le théorème de Bayes. Ce théorème de Bayes peut se généraliser à plusieurs événements A, B, C, D, etc. L'exemple. Dans un système de communication numérique, on transmet des 0 et des 1 via un canal donc, de transmission bruité tel que si un 0 est émis, on reçoit un 0 avec une probabilité de 0,75. Donc là, c'est à partir des observations qu'on fait. Si un 1 est émis, un 1 est reçu avec une probabilité de
0,9. Donc là, c'est les probabilités mesurées dans l'espace des estimations. Supposons qu'un 0 est émis avec une probabilité 0,4. Quelle est la probabilité qu'un 0 est reçu lorsque un 0 a été transmis ou bien émis? Donc c'est la probabilité de B0 lorsque A0 a été transmis. Ça veut dire 0, 0 pour B et A. Donc soit B0 qui est, soit on va l'appeler B0 l'événement, où un 0 a été émis. B1, c'est l'événement où un 1 a été émis. A0, c'est l'événement où un 0 a été reçu. Et A1, l'événement où un 1 a été reçu. D'accord? Les probabilités suivantes sont connues. La probabilité de B0, donc la probabilité de B0, supposons qu'A0 a été avec une probabilité 0,4, donc c'est quelque chose de connu, on la tire à partir de cette probabilité. La probabilité de PB1, elle est connue, elle est égale à 0,6 parce que la somme de probabilité de P0 plus la probabilité de B1, elle est égale donc à 1, donc je la déduis à partir de la première. La probabilité que A1 a été reçu quand un 0, donc quand B0 a été transmise, B0 c'est ici. Donc ça veut dire que un 1 a été reçu lorsque un 0 a été transmis. Elle est égale à 0,75 ici. Lorsqu'on a émis un 0 et on reçoit un 0, donc on a une probabilité de 0,75. Maintenant, la probabilité qu'un 1 a été émis et un 0 a été, un 1 a été reçu, elle est égale donc à 0,9. Je suis ici, hein, dans le cas, un 1 est émis et un 1 est reçu avec une probabilité de 0,9. Donc, je reprends les valeurs que j'avais. Donc, là, on va chercher maintenant quelle est la probabilité que quand un 0 est reçu, un 0 a été émis. Donc, c'est la probabilité donc, de P0 donc, qui est reçu et A0 donc, qui a été émis. En appliquant la formule de Bayes à A0 et la partition B1B, on obtient donc P de B à 0, P de B0 à 0, c'est P de B0, P de A0 B0 sur P de A0. Ça, j'applique une formule tout simplement ici. Donc P de B0 et ceci ne change pas. Donc ici, c'est la somme des probabilités. Donc c'est P de A B0 qui multiplie PB de B0 plus P de A0 B1 qui multiplie PB1. Sachant que PA1 B1 elle est de 0,9, alors P de A0 B1 elle est égale à 0,1. D'accord? Ici, c'est la réception de A1 quand B1 est transmise, la réception de A0 quand B1 est transmis. Donc, si je remplace par ces valeurs, donc je vais avoir P de B0, elle est égale à 0,4, elle est là. P de A0 sur B0, elle est là, donc c'est 0,75. La même chose ici, c'est 0,75, ici c'est 0,4, donc on a la même. Et puis ici, je vais avoir donc P de A0 sur B1, elle est égale à 0,1. Et bien sûr, P de B1, elle est égale à 0,6, donc je vais la trouver ici. En faisant le calcul, je trouve que c'est égal à 0,833, donc c'est le 5/6. La loi de Bayes. Dans notre application, la modélisation et l'analyse des données, la méthode de Bayes peut être écrite sous forme suivante. Donc là, on revient aux signaux. D'accord? Donc ici, la probabilité que SI a été reçu lorsque Y a été transmis, et ainsi de suite. Lorsque Y a été reçu, donc SI, c'est la probabilité d'avoir le signal SI lorsque Y a été transmis. Donc si j'adapte ceci, donc c'est à partir de cette relation, donc je la transforme pour les signaux, donc je vais avoir ceci. Donc P de SI, et ici je vais avoir la probabilité, donc P de Y, qui est la somme des probabilités de Y sur SI, que multiplie PSI. Donc c'est un ensemble des probabilités.
Donc, information a priori, PS est appelé, donc le PS ici est appelé la probabilité a priori que S a été envoyé. SI bien sûr. Elle n'a aucune dépendance sur la méthode de transmission ni sur la réception. Donc c'est tout simplement une caractéristique des données en émission. Elle n'est pas toujours connue, donc on ne peut pas savoir ce qui a été émis. Donc Y est l'observation donnée de l'observation qui peut être définie comme un vecteur. La probabilité a posteriori, donc P de SI sur Y, est la probabilité a posteriori que SI a été envoyé en considérant que Y est reçu. C'est ce qu'on appelle donc la statistique du test Y. Elle est une fonction directe de la réception, donc elle dépend que de la réception. On va voir maintenant le vocabulaire utilisé. Donc, dans cette relation de Bayes, ceci s'appelle la probabilité a posteriori, donc qui est décrite ici. Ici, c'est la probabilité a priori que SI a été envoyé. Et ceci, c'est la probabilité d'erreur conditionnelle ou la vraisemblance. Donc, c'est la probabilité d'erreur conditionnelle ou ce qu'on appelle la vraisemblance. Donc, dans le cas où j'ai un signal binaire, donc des 0 et des 1, donc la probabilité donc, d'avoir un Y lorsqu'un 1 a été transmis, donc le 1, bien sûr, il est toujours, donc c'est un bruit blanc de variable moyenne, de valeur moyenne M et de variance sigma au carré. Donc on peut l'écrire sous cette forme-là, donc on va y revenir par la suite. La densité de probabilité gaussienne caractérisée par, donc est toujours caractérisée par deux paramètres, donc la moyenne et la variance. On note que X a une distribution gaussienne de moyenne M et de variance sigma carré, comme suit. On note X et donc c'est une application de N. Donc X a une densité, donc X a une densité gaussienne, donc de moyenne M et de variance sigma au carré. La densité de probabilité, donc dans le cas général, P de X, elle est égale à 1 sur demi, donc là on la prend à partir des probabilités gaussiennes, donc 1 sur racine de 2 pi sigma au carré, l'exponentielle de moins x moins m au carré sur 2 sigma x. Cette densité de probabilité a une forme en cloche autour de la moyenne. Exemple, donc dans une courbe, exemple ici, je vais prendre la moyenne, elle est égale à moins 5, elle est ici, et la variance ici, elle est égale à donc sigma x au carré, donc sigma est égal à 2. Variable aléatoire standard gaussienne, donc la variable aléatoire standard ou bien normale, donc des fois on utilise le mot normal à la place de standard, donc a une moyenne nulle et une variance égale à 1, donc elle est normalisée. Et on la note x, donc qui tend vers n, 0 et 1, donc la moyenne est nulle et la variance elle est égale à 1, sigma au carré. La variable aléatoire standard gaussienne reste toujours gaussienne après une transformation affine. Donc toute variable gaussienne peut être convertie en une variable aléatoire standard gaussienne en utilisant une normalisation affine. Donc la normalisation, donc ici c'est la variable aléatoire définie par la variable aléatoire standard gaussienne définie par ceci. Donc maintenant, si je fais une normalisation, donc on peut utiliser une transformation pour exprimer l'apport. Donc si je fais une normalisation, donc je vais faire un, disons, un décalage, donc c'est x moins m, un décalage de la valeur moyenne, et je divise par sigma. Donc cette
variable aléatoire gaussienne va devenir une variable aléatoire standard gaussienne. Donc N0. Donc toujours, ça permet d'exprimer une variable aléatoire gaussienne arbitraire, compacte, en termes de probabilité normalisée gaussienne. Toujours, donc on fait cette simplification pour pouvoir faire des calculs plus faciles par la suite. Donc maintenant, on va faire toujours, là on est dans le cas des rappels, ce qu'on appelle la fonction Q et la fonction phi. Donc si vous regardez à partir de là, vous voyez que P de U c'est la densité de probabilité sous forme gaussienne, donc la forme elle est sous forme d'une cloche, d'accord? Et la probabilité que X est supérieur à une certaine valeur, elle est ici, la valeur inférieure, elle est ici. Donc fonction phi, c'est la fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire gaussienne, standard gaussienne, donc ça veut dire que toujours la valeur moyenne, elle est à 0. Le point ici, très important. La fonction Q, c'est une fonction complémentaire de phi. Donc, la fonction phi, elle est là. La fonction Q, elle est ici. Donc, elle est complémentaire par rapport à la fonction phi. Donc, les deux relations qui donnent ces deux fonctions, donc phi de x, c'est la probabilité que la variable aléatoire, donc normalisée gaussienne, soit inférieure à x. Et donc, c'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de la fonction gaussienne 1 sur racine de pi, puisque sigma est égal à 1, exponentielle moins t au carré sur 2, puisque la valeur moyenne, elle est nulle. Q de x, donc vous voyez que de x, c'est la probabilité que la variable aléatoire standard gaussienne soit supérieure à x, donc x ce point-là. Donc c'est l'intégrale de x jusqu'à l'infini, jusqu'à plus l'infini, de toujours la même variable, donc la même fonction, donc gaussienne. Propriété des fonctions phi et q, donc en regardant la fonction phi et q, donc en termes de répartition, donc là ici c'est la fonction de répartition, donc il y a une symétrie des fonctions de la fonction n0, donc si je regarde ici, il y a toujours une symétrie de cette cloche, et donc la fonction répartition est aussi symétrique. On a q de moins x, il est égal à phi de x. Ça, on peut le voir ici. Donc, si j'ai phi de x, plutôt q de x, si je prends q de moins x, et si j'inverse, je vais avoir cette fonction-là qui est f de x. À partir de leur définition, on a q de x, elle est toujours égale à 1 moins phi de x. Ça, on peut le voir ici. On peut le voir ici. Donc, la somme des deux, elle est égale à 1. Et donc, q de x est égal à 1 moins phi de x. En combinant ces deux équations, on obtient q de moins x est égal à 1 moins q de x. Donc, tout s'écrit en termes de la fonction q. On peut exprimer les fonctions phi et q avec n'importe quel argument à valeur réelle en termes de la fonction q seulement, avec des arguments qui sont positifs. Ceci permet de simplifier les calculs et ça permet aussi de l'utilisation de ce qu'on appelle les bornes et les applications pour des fonctions q avec des arguments qui sont positifs. Donc toujours, on a des arguments qui sont sous forme positive. Toujours on rappelle, donc on va exprimer les probabilités gaussiennes en termes de la fonction q. Donc tous les calculs qu'on va faire quand on va calculer les probabilités gaussiennes, donc on va les exprimer avec la fonction q pour que ça devienne plus facile. Donc la variable x qui est une fonction de probabilité gaussienne de valeur moyenne moins 3 et de variance qui est égale à 4, donc sigma au carré qui est égal à 4. Si je fais la normalisation, donc je vais avoir x moins 1 sur sigma, ici c'est sigma,
Donc, c'est égal à x plus 3 sur racine de 4. Donc, x plus 3 sur 2. Et la variable, elle va être normalisée. Maintenant, ça, c'est la normalisation donc, de la fonction gaussienne. Et on a obtenu donc une variable x de probabilité donc gaussienne et normalisée. On peut cependant exprimer les probabilités incluant x en termes de la fonction q. Donc si je cherche quelle est la probabilité, donc pour cet exemple ici, ou bien pour celui-ci, la probabilité que x soit supérieur à 5. C'est la probabilité que, je prends donc ici x, ici plus 3 sur 2. Donc si je calcule, ça va donner x plus 3 sur 2. Donc x plus 3, ça fait 8, sur 2, ça fait 4. Et donc la probabilité que c'est supérieur à 5, donc elle est égale à 4. Donc je vais avoir ce qu'on appelle la fonction Q de 4. Si je cherche quelle est la probabilité que x est inférieur à moins 1, donc je vais remplacer ici le x par moins 1. Ça va donner, c'est la probabilité de 1. Et donc, c'est, attention, ici, c'est inférieur à 1. Donc, je utilise la fonction phi de x, hein, ici. Donc, c'est phi de 1. Phi de 1, c'est tout simplement égal à 1 moins q de 1. Maintenant, si je prends la probabilité que x est supérieur à 1 et inférieur à 4, donc je vais avoir ici 1 plus 3 sur 2, ça me fait 2. Ça, c'est le x plus 3 sur 2. Et si je remplace x par 4, ça va faire 4 plus 3 sur 2, ça me fait 3,5. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, donc puisque x est inférieur à 4, donc inférieur à 4, ça veut dire que j'ai un phi de 2. Et si x est supérieur à 1, donc c'est 3,5, donc c'est phi de 3,5. Donc phi de 3,5, si je remplace par 1 moins q, donc les phi, si je le remplace par 1 moins phi, je vais avoir q de 2, donc l'ordre est inversé, moins q de 3,5. Exprimer les probabilités gaussiennes en termes de la fonction q. Donc je vais avoir par exemple ici une équation de second degré. Donc je vais avoir la probabilité que x carré plus x moins 2 soit supérieur à 0. Donc si je développe le terme, l'équation de second degré en fonction de ses racines, donc ce sera p de x plus 2 facteur de x moins 1 égale à 0. Donc ici, j'ai la probabilité du produit de deux termes qui doit être positif. Donc on peut donc séparer la fonction en termes d'intervalle où la condition est remplie si et seulement si, donc lorsque x est inférieur à 2 ou x est supérieur à 1. Donc vous voyez, ici c'est les racines. Pour qu'elles soient positives, il faut que x soit inférieur à moins 2 ou bien x supérieur à 1. Donc sa probabilité peut être exprimée en fonction de q. Donc la probabilité de x carré plus 2 supérieur à 2, c'est la probabilité que x soit supérieur à 1, ici, plus, puisque j'ai un ou, plus la probabilité que x soit inférieur à moins 2. Et donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? C'est la probabilité, donc je vais avoir, puisque x supérieur à 1, je vais avoir un q. X inférieur à 1 égal, je vais avoir un phi. Donc, x égale à 1, donc c'est 1 plus 3 sur 2, moins 2 ici pour le phi, moins 2 plus 3 sur 5. Donc, je vais avoir ici 4 sur 2, ça me fait q de 2. Et moins 2, moins 3, ça fait phi de 1 demi. Donc, le q de 2, ça reste. J'exprime ceci en fonction de q. Donc, c'est 1 plus 1 moins q de 1 demi. Donc, même si l'événement est trop compliqué pour être exprimé comme une union disjointe d'intervalles, des normalisations de celles que la gaussienne standard sont utiles pour garder une réflexion claire sur les rôles des différents paramètres dans les performances du système.
Par exemple, nous verrons que le rapport S sur B et la géométrie de la constellation du signal régissent les performances sur le canal donc AWGN. Donc on va voir par la suite que ceci nous permet de l'appliquer au niveau de la géométrie de la constellation donc du signal qui permet donc d'avoir les performances sur le canal AWGN. En général, donc on est toujours dans les rappels, la fonction Q a ce qu'on appelle des queues en décroissance exponentielle. Donc, en décroissance exponentielle, ça veut dire que les limites asymptotiques proches pour les grands arguments, donc si je prends Q de x, elle est comprise entre l'exponentielle moins x2 sur 2 sur x racine de 2bi, ou bien 1 moins x2, la même fonction, avec les x positifs. Donc la conclusion très importante, le comportement asymptotique de la fonction Q, Q de x, quand x, ici c'est la limite, quand x tend vers l'infini, de e de moins x2, qui est un raccourci de la limite de log de x, donc sur donc la limite quand x tend vers l'infini, le log de q de x sur x2 moins 2 qui est égal à 1. La décroissance rapide de la fonction q implique par exemple que si j'ai q de 1 plus q de 4, donc cette somme, elle est équivalente à q de 1 tout simplement. On le verra par des exemples par la suite. L'implication de conception, nous les utilisons pour identifier les événements dominants provoquant des erreurs. Par la suite, on va voir que l'erreur, elle est donc plutôt que l'erreur, elle est obtenue à partir donc de certains événements qui sont dominants. Et donc, je vais avoir une somme de plusieurs valeurs. Et ceci me permet de faire des simplifications pour avoir donc l'événement le plus dominant qui provoque l'erreur. Donc la notion de limite, ou ce qu'on appelle aussi les bornes, donc utile pour l'analyse et fonctionne pour les petits arguments. Donc Q de x, donc il doit être inférieur à 1 demi de e moins x2 sur 2 avec x positif. Donc si je trace ici la fonction, donc les bornes, ici, la fonction q de x, elle a deux proches donc, qui sont asymptotiques à la fonction q de x. Et cette fonction q, elle est utilisée pour l'analyse et pour les petits arguments. Donc, lorsqu'on utilise les petits arguments. Donc, toutes ces relations, on va les utiliser par la suite lorsqu'on va voir les modulations. Donc, si on regarde cette courbe-là, c'est la ligne en continu ici, c'est la fonction q de x. Et si j'utilise la borne inférieure, donc ici c'est un tiré avec un petit trait, donc un tiré avec un petit trait, c'est la courbe qui vient ici en bas. Et lorsque j'ai un point avec un petit trait, c'est la borne supérieure. Donc la borne supérieure, elle est ici. Et puis les points ici, c'est la borne supérieure, toujours dans le cas où donc, je vais avoir la valeur de 3,5. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que ici, l'axe des Y, il a une échelle logarithmique. Ça veut dire que pour de petites valeurs de x, par exemple, ici je suis à 1, si je prends jusqu'à 3, la valeur donc, va chuter de 10 moins 2 jusqu'à 10 moins 5. Donc cette décroissance, elle est très rapide et donc elle est importante pour, par la suite, faire des simplifications. Exemple du signal binaire unipolaire, donc gaussien. Donc j'ai deux hypothèses qu'on a vues la dernière fois. Donc je fais deux hypothèses, que la variable y est une variable gaussienne de moyenne nulle, donc ici pour la valeur 0, et de variance sigma au carré. H1, bien sûr, c'est la variable y de densité de probabilité gaussienne,
donc de moyenne M, et bien sûr de valeur sigma au carré, donc qui est la variance. Cette hypothèse a été faite lorsque un 0 a été transmis. Cette hypothèse, elle a été faite lorsqu'un 1 est transmis. Donc, lorsqu'un 1 a été transmis. Donc, les densités de probabilité conditionnelle gaussienne vont s'écrire. Probabilité que Y donc, a été reçu lorsqu'un 0 a été transmis, c'est l'exponentielle de Y carré sur 2 sigma. Pourquoi? Parce que la valeur moyenne elle est nulle. Donc ici, je n'ai pas le moins quelque chose. Pour que ici, la probabilité conditionnelle P de Y lorsque 1 a été transmis, donc c'est l'exponentielle de moins Y moins M, puisque ici, la valeur moyenne est M, et la variance, elle est toujours égale à sigma au carré sur ceci. Donc toujours en ayant fait ces hypothèses, donc on va regarder la densité de probabilité, donc on va la dessiner pour voir donc leur forme. Donc P de Y0, elle est autour de 0, et P de Y1, elle est autour de M. Donc je vais avoir M, je vais avoir la courbe en cloche, et ça c'est en rouge la probabilité que Y est reçu lorsqu'un 1 est transmis. Ici en bleu, la valeur moyenne, ce n'est plus M, elle est égale à 0. Donc, elle est centrée autour de 0. Et donc, c'est P de Y de 0. On a un axe d'intersection des deux. Donc, l'axe d'intersection des deux, il va donc me permettre de trouver ce qu'on appelle le point de décision suivant une règle qui est dite raisonnable ou sensée. Donc, cette règle, elle permet de séparer les différentes régions. Donc ici, au point M sur 2, je vais une région supérieure à M sur 2 et une région inférieure à M sur 2. Donc je vais avoir des parties où je n'ai pas d'erreur, mais je vais avoir des parties où je vais donc faire des erreurs sur les décisions. Donc la règle dite de raisonnable sensée, elle prend le point M sur 2, donc qui est l'intersection des deux courbes, comme point de départ pour la région D1. Ici, c'est la région D1. Donc, c'est là où je vais dire que si j'ai un 1, donc il appartient à D1. De l'autre côté, je vais avoir le domaine D0. Et donc, si un 0 a été transmis ou bien a été reçu, on dit qu'on est dans le domaine D0. Et donc, vous voyez que je vais avoir deux surfaces. Donc, la surface en rouge et la surface en bleu. Donc, ces deux surfaces vont constituer ce qu'on appelle la probabilité d'erreur. Donc, la probabilité qu'un 1 a été reçu lorsqu'un 0 a été transmis. Donc, dans la partie en rouge, donc, ça concerne la probabilité que Y lorsque 0 a été transmis. Donc, 0 a été transmis et plutôt un 1 est reçu alors qu'un 0 a été transmis. La même chose ici, je vais avoir la surface en bleu. Lorsque un 0 a été transmis et on décide que c'est un 1 qui est reçu. Donc vous voyez que c'est là, ces deux zones assurées vont définir les probabilités d'erreur. Est-ce que cette règle a un sens si on est certain que 0 a été transmis? Donc, si on sait qu'a priori que 0 a été transmis, avec une probabilité de 0,75, là, on a besoin d'une méthode systématique pour pouvoir dériver de bonnes règles de décision, pour savoir donc quelle est la décision à prendre. Première étape, on doit finir ce qu'on appelle les métriques de performance. Donc, les probabilités d'erreur conditionnelle sont la probabilité d'erreur lorsque I a été transmis, c'est la probabilité que Y, donc ce qui est reçu, appartient au domaine DJ en faisant une hypothèse sur HI. Donc ça veut dire que l'hypothèse est HI, mais Y il appartient à DJ. Donc l'observation elle est à DJ. Donc ceci est égal à la somme lorsque J différent de I,
de P de Y appartenant à DJ lorsque on a fait l'hypothèse HI. Donc ceci aussi, il est égal à 1 moins Y appartenant à DI. Donc vous voyez ici Y appartenant à DJ. Ici non, c'est le Y appartient à DI lorsqu'on a fait la décision HI. La probabilité d'erreur moyenne, elle s'écrit sous forme, donc probabilité d'erreur moyenne, c'est la somme donc, des PI que multiplie les PEI que je viens de définir ici. Donc, où PI, c'est la probabilité d'émission du symbole SI. Donc, la probabilité d'erreur pour le cas de la règle raisonnable, dans le cas du signal binaire unipolaire gaussien, donc, ce sera une probabilité conditionnelle. Donc, c'est la probabilité d'erreur lorsque 0 est transmis. Donc, ça veut dire que c'est la probabilité que Y est supérieur à M sur 2 lorsque l'hypothèse a été faite que H0. Donc, c'est la partie qu'on avait dessinée en bleu. Donc, je reviens rapidement. Donc, ici, je suis dans ce cas-là. Et donc, cette probabilité s'exprime en fonction tout simplement de la fonction Q. C'est QM sur 2 racines sur 2 sigma. Et donc, là, c'est la variable donc gaussienne normale, donc de densité, de probabilité, plutôt de valeur gaussienne normale, donc de valeur moyenne 0, et de variance sigma au carré, sous l'hypothèse toujours H0. Deuxième, la probabilité d'erreur sur le 1, la probabilité d'erreur lorsque 1 a été transmis, ça veut dire que c'est la probabilité, donc puisque 1 est transmis, normalement je dois être au-dessus de M sur 2. Mais là, c'est la probabilité que Y qui est reçu soit inférieur à M sur 2. Donc avec là, bien sûr, l'hypothèse que H1 a été transmis. Donc H1 est transmis et je reçois un 0 ici. Ici, H0 est transmis, donc c'est le 0 qui est transmis. Et là, lorsque on décide que c'est un 1 qui est reçu. Donc là aussi, puisque Y est inférieur à M sur 2, donc on utilise la fonction psi. Donc psi, puisque la variable moyenne c'est M sur 2, donc je vais avoir M sur 2 moins M. Et ici, puisque Y est inférieur à M sur 2, donc je vais avoir M sur 2 moins M sur sigma. Donc ça me donne toujours, vous voyez, c'est la probabilité donc, qui est égale, cette probabilité P de E, la probabilité d'erreur sur le 1, elle est égale donc à Q de M sur 2 sigma. Donc ici, toujours la variable aléatoire gaussienne, donc de valeur M et bien sûr de variance sigma 2 sous l'hypothèse H1. Donc ici, sous l'hypothèse H1, ça veut dire que ici 0 a été transmis, ici un 1 a été transmis. La probabilité d'erreur moyenne, donc elle est égale à 1,2 parce que c'est ceci plus ceci divisé par 2. Donc ça me donne la même chose que la probabilité d'erreur. Règle du maximum de vraisemblance, en anglais c'est maximum likelihood. Cette hypothèse, donc disons cette règle permet de choisir l'hypothèse qui maximise la probabilité conditionnelle de l'observation. Donc DMV, dans la note MV maximum likelihood, c'est l'argument du max de la probabilité. Donc on prend le maximum de la probabilité de Y appartenant à DJ lorsque HI a été, donc c'est une probabilité d'erreur. Donc c'est l'observation, le domaine de décision, donc Y appartient à un domaine de décision DJ, alors que HI a été fait comme hypothèse. Donc ça veut dire qu'on fait une erreur. Et donc ceci est tout simplement l'argument donc du max de la probabilité, donc on prend seulement Y et HI pour la notation. On prend le log de l'expression, donc DMV c'est le maximum du log de PHE,
Donc le log PHI, c'est tout simplement, puisque c'est une exponentielle, donc on va avoir seulement la partie sous l'exponentielle, donc y moins si au carré sur 2 sigma. Et donc, le sigma ici, on peut l'enlever, puisque c'est un minimum, donc c'est le minimum de y moins si. Donc, vérifiez si la règle raisonnable dans l'exemple du signal binaire est la règle du MV. Donc, la règle du MV semble être une bonne idée. Est-ce qu'il y a une optimalité dans cette règle? Cette règle minimise la probabilité d'erreur si toutes les hypothèses sont identiques en termes de probabilité. Dans le cas binaire, donc on peut l'appliquer. Cette probabilité, ou ce qu'on appelle la règle minimale, donc MPE, la règle de probabilité d'erreur minimale, qui devient la règle du maximum de probabilité a posteriori. Donc la MAP, donc, maximise la probabilité a posteriori ou minimise la probabilité moyenne d'erreur, suppose que toutes les probabilités a priori des hypothèses sont connues. Donc, trouvant cela, on considère la maximalisation de la probabilité de décision correcte pour une règle de décision D quelconque. Donc, on va avoir des règles de décision DI. La probabilité conditionnelle de décision correcte est P, probabilité de décision correcte sur I, c'est la probabilité, donc c'est l'intégrale sur le domaine de la probabilité, le domaine DI, probabilité que, disons que la variable Y appartient au domaine de décision DI avec l'hypothèse HI, que la note donc directement P de HI sur P de Y sur HI, donc on intègre sur le domaine. La probabilité moyenne de décision correcte, donc on va faire la somme des PI qui multiplie la probabilité conditionnelle de décision correcte, donc c'est la somme de ces deux. Et donc, ici, cette intégrale, je vais la remplacer en ceci, donc je vais avoir la somme sur les PI, l'intégrale sur les domaines de P appartenant à un domaine DI lorsque l'hypothèse HT a été faite. Considérez une observation potentielle quelconque, donc il y a Y appartenant à D, C, on la met dans une IM région de la décision, donc si Y appartient à DI, donc notre prix, ou bien ce qu'on appelle la contribution à la probabilité de décision correcte, sera P de I multiplié P de HI, donc c'est cette relation, elle est égale à P de SI lorsque Y a été observé. Donc la règle du 1PME permet de choisir un I ou bien un SI pour maximiser cette composante. Donc suite de la règle 1PE, on a dérivé la règle du 1PE pour être comme suit. D1PE, elle est égale à l'argument donc de maximum de PI, donc probabilité d'erreur que Y a été, disons, appartient au domaine de décision lorsque HI, comme hypothèse, a été faite. Et donc ici, puisque j'ai le produit, donc je vais avoir le log sur la base de 2 de PI, log sur la base de 2 de PY sur HI. Donc la règle du 1PE est équivalente à la règle du maximum des probabilités a posteriori. La probabilité a posteriori MAP de l'hypothèse HI est une observation. Donc P de HI lorsque Y a été, la décision Y a été prise, donc Y appartenant au domaine DI, c'est le PI que multiplie P de Y, c'est exactement comme la règle de Bayes. On peut réécrire la règle du MPE, donc DBAP, c'est le maximum, donc l'argument du maximum de probabilité que l'hypothèse HI a été prise lorsqu'un Y est reçu. La règle du MPE devient la règle de maximum, donc la règle MB pour des probabilités à peu près égales. Donc si les PI sont égales à 1 sur M, on enlève les probabilités PI de la règle du maximum puisqu'elles ne dépendent pas de I, puisqu'elles sont toutes égales. Donc on enlève donc la valeur de PI et donc
pour le test des hypothèses binaires, la règle du 1PE devient distance de 1PE. Donc, elle est égale à 1 si la probabilité, donc P1 multiplié par la probabilité d'erreur P1 Y1 supérieure à la probabilité, donc P0 multiplié par P0 Y0. Elle est égale à 0 dans le cas contraire, et lorsqu'ils sont égales, on l'ignore. Donc, on ne peut pas faire de décision. On peut réécrire comme étant le test du rapport de vraisemblance, RRT. Donc, ceci, le D de T, je peux l'écrire comme ici. Et donc, au lieu de prendre 1 et 0, je prends ces deux règles. Donc, lorsque P de Y1 est supérieur à P0, donc ceci, je l'exprime sous forme d'un rapport et je vais avoir ici P de Y sur 1 lorsque je fais l'hypothèse H1 et ici P de Y, donc probabilité d'erreur sur 0 lorsque H0. Souvent, on prend le log de l'expression pour avoir le log de RRT. Donc, comparer le rapport de vraisemblance à un seuil est une particularité des règles de décision optimales résultant des différents critères MPE, ML, donc Nîmes question, donc le problème aussi des traitements de fausses alarmes en radar. Le seuil change en fonction des critères. Le rapport de vraisemblance donc, va résumer toutes les informations relevantes du problème de test des hypothèses. Donc, ceci est une statistique. Donc, le rapport de vraisemblance pour donc, un cas gaussien basique. Donc, le RRT, c'est le rapport des probabilités. Donc, je vais exprimer les probabilités en termes de la densité de probabilité gaussienne. Donc, je vais avoir ces deux. Donc, si je fais le rapport de ces deux expressions, donc P de Y1 sur P de Y2, donc ça va me donner la règle du LRT de Y, c'est l'exponentielle de 1 sur sigma. Donc, ce terme-là disparaît puisque c'est un rapport, ce terme-là. Donc, il me reste cette expression et sur cette expression sur celle-ci. Donc, le Y carré disparaît et donc il me reste le MY et M carré sur 2, donc 1 sur sigma 2. Si je prends le log, donc l'exponentielle va disparaître, il me reste donc 1 sur sigma au carré, MY, M2 sur 2, donc M sur 2. Donc ceci va devenir, si je mets le M en facteur, donc c'est M sur sigma carré, Y moins M sur 2. Et si je prends, donc je maximalise, donc je maximalise ceci étant une constante, donc je prends le maximum de cette expression. Donc, si on compare le log du RR avec donc, le LRT, donc le log du RR avec 0, pour avoir la règle du, disons, du maximum likelihood, donc D, elle est égale pour Y supérieur à M sur 2, est égale à 0, avec bien sûr M positif. On remarque que ces deux inégalités, donc ici les deux flèches, ou bien le signe inférieur et supérieur sont inversés, donc les inégalités, lorsque M est négatif. Non-pertinence des statistiques. Donc, on va considérer le problème de test des hypothèses suivantes. Donc, la première hypothèse, c'est H1, donc Y1 est égal à M plus N1, et Y2, il est égal à N2. Deuxième hypothèse, c'est Y est égal à N1, et Y2 est égal à 1,2. Peut-on enlever Y2 sans dégrader les performances? Oui, quand Y2 est non pertinent pour la décision. Donc, il n'a pas, disons, d'effet sur la décision. Deux scénarios, donc, qui sont les plus intuitifs. Si les bruits sont indépendants, Y devait être non pertinente, donc c'est l'effet du bruit, puisque ne contient aucune contribution du signal. Si les bruits sont égaux, extrêmes, dans des cas extrêmes, où ils sont hautement corrélés, Y2 est très pertinent, on le soustrait de Y1 pour avoir une détection parfaite. Donc ceci termine, donc on a besoin d'une méthode systématique pour reconnaître donc, les statistiques non pertinentes. Donc ceci termine
ce cours. Donc, on reprendra par la suite.